Merci, Monsieur le Président. Cette séance plénière s'ouvre sur un ordre du jour assez peu dense. Ce n'est pas une critique. C'est sans doute lié aussi au fait que nous sommes en pleine période électorale, que beaucoup de nos collègues, tous bords confondus, sont aussi impliqués dans cette bataille. J'en dirai un mot avant d'évoquer les sujets strictement régionaux. Ces élections municipales sont un peu pour votre famille politique la répétition générale de ce qui se passera sans doute aux élections régionales. C'est-à-dire qu'on assiste à un ralliement en douceur et peut-être un peu dans la douleur aussi de la droite normande à Emmanuel Macron et à ses soutiens. Jamais les relations incestueuses entre La République En Marche et les Républicains n'ont été aussi évidentes. Elles sont évidentes à Caen. Elles sont évidentes à Caen, où M. Bruno a une dizaine de marcheurs socialistes. Elles sont évidentes au Havre, où le Premier ministre d'Emmanuel Macron, excusez du peu, a une majorité de vos élus, y compris ceux qui siègent ici, sur sa liste. Et elle est aussi évidente à Rouen, où les Républicains, votre famille politique, ont pris le soin de débrancher en quelque sorte leur candidat naturel, M. Bure, pour soutenir le candidat d'Emmanuel Macron, M. Louvel, et vous avez pris le soin, vous, M. le Président, d'aller en personne à l'inauguration de sa permanence. Tout ça montre bien qu'il y a un manque de clarté totale, en réalité, dans les positions politiques des uns et des autres, et dans la défiance des Français à l'égard de la classe politique. Vous le savez, il y a en réalité aussi une défiance à l'égard de ce manque de clarté. Lorsque les responsables politiques n'indiquent pas clairement quels sont leurs projets, quels sont leurs alliés, quels sont leurs partenaires, eh bien, ça amplifie encore cette défiance. Donc, le temps de la clarification viendra, sans doute dans les mois qui viennent, mais déjà, on en a une idée assez précise avec ces municipales. J'en viens à notre situation. Vous avez commencé cette séance par une litanie un peu habituelle de vos réalisations et de vos succès. Je ne vais pas vous en faire grief, c'est un peu l'exercice habituel de tous les présidents de l'exécutif, et je dirais même que vos prédécesseurs socialistes se livraient à cet exercice avec une lourdeur que vous semblez éviter. Mais s'agissant des chiffres, des indicateurs économiques, voilà, très bien, ça fait des convergences dans l'hémicycle. Vous avez indiqué qu'un certain nombre de chiffres économiques sont bons, vous auriez pu en citer d'autres qui le sont moins. Le chômage catégorie A qui a augmenté de 0,1% au troisième trimestre 2019, c'est vrai après une très légère baisse au cours des mois précédents. Le chômage qui reste en Normandie plus haut que la moyenne nationale à 8,4, là encore catégorie A. Et puis ça a été dit, des menaces très importantes sur nos emplois par centaines sur le site Gemalto, à la Chapelle d'Arblay. Ça nécessite plutôt, je pense, de l'humilité sur l'action régionale et sur l'efficacité supposée de cette action régionale. Vous avez parlé évidemment du ferroviaire, on en parle à chaque fois et c'est normal, c'est un sujet absolument majeur. Là aussi, on voit que la campagne électorale a commencé, celle des régionales, avec le train qui se promène partout pour montrer les belles nouvelles rames achetées à Bombardier. En réalité, dans vos propos tout à l'heure, vous soulignez à juste raison les problèmes de fiabilité, les problèmes de temps de trajet, les blocages qui ont eu lieu, mais les blocages, certes, ils ne sont pas acceptables parce que le droit de grève est un droit constitutionnel, mais il n'y a pas de droit à pourrir la vie des usagers quand même, mais ça résulte aussi des choix du gouvernement d'imposer une réforme des retraites dont tout le monde voit bien qu'elle a deux objectifs, augmenter la durée de cotisation et diminuer le montant des pensions. Donc la faute en revient quand même d'abord au gouvernement, je referme la parenthèse. Mais sur le ferroviaire, en réalité, vous reconnaissez vous-même les limites de la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Vous avez fait le choix de récupérer la gestion des intercités. L'État a fait un chèque de solde de tout compte. On va avoir, c'est vrai, du matériel roulant tout beau, tout neuf. C'est vrai on aura des ports USB, des prises électriques, des distributeurs de boissons. C'est sans doute bien, mais ça ne règle rien du problème de la propreté. Ça ne règle rien du problème de la fiabilité. Ça ne règle rien du problème de la durée des temps de trajet qui sont évidemment les questions centrales sur lesquelles les Normands vous attendent, et je dirais même que le choix que vous avez fait, très hasardeux, qui consiste à organiser le désengagement de l'État, aboutira sans doute à ce que ces durées de trajet, cette fiabilité dans la durée, eh bien, auront assez peu de perspectives d'amélioration, et peut-être même moins que ce qui était initialement prévu. On sait très bien que les problèmes sur le ferroviaire normand sont principalement liés aux voies extrêmement vétustes, aux caténaires également, et assez peu au matériel roulant. Donc vous n'avez réglé qu'une infime partie du problème et il est à craindre que la Normandie se retrouve aujourd'hui bloquée avec
à la fois une SNCF et un État qui nous laisse nous débrouiller, et dans un système ferroviaire normand qui est sans doute un des plus défaillants du territoire national. Ça n'est pas une bonne nouvelle, et là encore, ça résulte de vos choix. Depuis le début, nous vous avons critiqué. Il y a des régions qui ont fait d'autres choix, hein. Il y a des régions qui ont préféré mettre de l'argent en quantité beaucoup moindre sur l'amélioration, la rénovation complète des matériels roulants. Il y en a également qui ont fait en sorte que la négociation avec l'État aboutisse à ce que l'État prenne en charge le déficit d'exploitation des lignes, qui est absolument considérable, de l'ordre de 50 millions d'euros. Vous avez voulu le faire très vite, et vous avez sans doute fait mal. S'agissant maintenant d'autres sujets qui ne sont pas directement de compétences régionales, mais qui nous concernent et qui concernent la Normandie, il y a le Brexit. En Normandie, beaucoup se gargarisaient. On était la région qui avait le mieux anticipé, disait-on, les conséquences d'un hard Brexit. Manque de chance, il n'y a pas eu de hard Brexit. Il y a eu un accord de Brexit négocié entre la Commission européenne et Boris Johnson. Mais maintenant, il s'agit évidemment d'être capable de défendre nos intérêts dans la future relation commerciale. C'est un sujet sur lequel je suis investi au Parlement européen. Ici, en Normandie, l'un des grands enjeux, ce sera celui de la pêche normande. Et donc, évidemment, il faut veiller à ce que les pêcheurs normands ne soient pas les victimes du Brexit. Et ça nécessite d'avoir non pas une marque de défiance à l'égard des Britanniques, non pas une volonté de leur faire payer le choix souverain qu'ils ont exprimé par les urnes, mais trouver les coopérations qui permettront à la pêche normande de ne pas subir des conséquences néfastes de ce choix du peuple britannique. Sur le coronavirus, c'est évidemment pas un sujet où vous avez une possibilité d'action directe, j'en suis bien conscient, mais c'est un sujet de préoccupation. Pour l'instant, on n'a pas de cas avérés de coronavirus en Normandie, mais il y a quand même un risque, notamment avec les ports normands et notamment le Havre, constituant soit un point de vigilance, parce que on ne sait pas aujourd'hui, à ce stade, si les marchandises transportées sont susceptibles ou non de transporter le coronavirus, même si les premiers éléments sont plutôt rassurants dans ce domaine. Donc je voulais savoir si vous aviez pris quelques mesures sur ce point précis. Enfin, vous avez annoncé il y a quelques jours votre volonté de constituer un Puy du Fou normand. Vous avez indiqué que vous aviez un investisseur dans ce domaine. Je me réjouis que vous vous soyez rallié à cette idée. Pendant la campagne des régionales en 2015, j'avais défendu, tous les documents de campagne de l'époque en attestent, l'idée d'un Puy du Fou normand. On a une histoire avec le débarquement de 44 ou avec Guillaume le Conquérant qui peut permettre de valoriser la belle histoire de notre région. Je me réjouis que vous soyez ralliés à cette idée, parce que les bonnes idées sont évidemment faites pour être partagées. Il subsiste quand même une question, enfin quelques autres aussi, mais une question, c'est quel acteur va jouer le rôle du jeune Hervé Morin débarquant sur les plages de Normandie. Enfin, Monsieur le Président, vous avez, au début de la mandature, et la loi vous y autorisait, c'est pas un reproche, vous aviez cumulé votre position de parlementaire national avec celle de président de région. Là encore, il n'y a pas de critique dans mon propos, mais à l'époque, vous aviez veillé à ce que les séances plénières de la région, les dates soient choisies aussi en fonction de vos contingences parlementaires. Si vous pouviez le faire pour les autres, moi je suis parlementaire européen, je suis désolé de parler de mon cas personnel, mais systématiquement ou presque, les séances plénières interviennent le jour de début des séances plénières à Strasbourg, ce qui m'oblige souvent à partir à la mi-journée. Alors, la dernière fois, vous avez profité de mon absence dans l'après-midi pour m'en faire le grief. Vous avez été un tout petit peu imprudent quand même, parce que je vous rappelle que élu conseiller régional de Haute-Normandie de 2010 à 2015, vous aviez participé à 5 séances sur 28. Et vous aviez ajouté dans une morinade que c'était au-dessus de vos forces de siéger au conseil régional. Donc évitez de me faire ce grief-là. J'ai participé à toutes les séances plénières de la région depuis le début de la mandature. Je ne pense pas être celui qui intervient le moins dans cet hémicycle, donc gardez vos critiques pour d'autres. Merci.